Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble. 40 minutes en tête-à-tête avec un élu du territoire dont les décisions peuvent changer directement notre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, pour démarrer cette nouvelle saison du QG politique, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle entrante dans le paysage isérois. Cyrielle Châtelain, bonjour. Bonjour. Vous avez été élu député en juin dernier sur la 2e circonscription de l'Isère, qui englobe notamment les communes d'Échirolles, Saint-Martin-d'Air et Bins, où vous habitez. Je crois qu'il y a Visil aussi. Visil, il y a Gières. ça monte un peu, même Saint-Jean-de-Vaux. Voilà. Bon, plus de 100 000 habitants dans cette circonscription. Vous vous présentiez sous l'étiquette de la NUPES, de l'Union de la gauche. C'était d'ailleurs votre première campagne électorale en tant que candidate. Oui, j'avais fait des campagnes, notamment municipales, où j'étais dans un collectif et en fin de liste pour faire avancer les choses et pour militer sur la campagne. Mais oui, une campagne comme ça en haut de l'affiche, c'était la première. Bon, on vous a suivi notamment pendant cette campagne, on voit quelques images lors de la venue d'Yannick Jadot qui était venu vous soutenir sur votre territoire. Attaquer tout de suite par un poste de député, c'est comme jouer en Ligue 1 en football alors qu'on n'est pas passé par la 3e ou la 2e division. Je pense que, en fait, quel que soit son mandat, il y a beaucoup de... Oui, enfin, il y a une responsabilité qui est là, qui est forte. Après, quand on est maire d'une commune et qu'on prend des décisions qui impactent directement et immédiatement des gens, c'est aussi beaucoup de responsabilités. Enfin, je ne pense pas que le mandat de député soit plus difficile qu'un mandat de maire. Je pense qu'on a chacun nos responsabilités et chacun notre rôle. Et dans tous les cas, je pense qu'effectivement, on change de position, mais c'est aussi toute une histoire militante, en fait. Ça fait 15 ans que je milite, j'ai porté mes combats de manière différente, et là, je le porte à l'Assemblée nationale. Alors, vous avez battu pour arriver à l'Assemblée nationale le député sortant, Jean-Charles Collaroy, qui était membre, lui, de La République en marche, une victoire assez nette, de 4 points, 52-48. Vous l'avez dit, quand on devient député, on change un peu de statut, on devient une personnalité publique et votre page Wikipédia fait son apparition pendant l'été. C'est ça, ça fait partie des nouveautés. C'est pratique pour un journaliste quand on cherche à savoir si une personne est connue, on regarde si elle a sa page Wikipédia. Alors vous allez me dire si tout est juste. 35 ans, oui. Originaire du Doubs. Vous l'avez dit, vous êtes originaire d'une famille de militants de gauche. Vous vous êtes engagé très jeune à Europe Écologie Les Verts. Oui, alors moi j'ai adhéré à 18 ans aux Jeunes écologistes et aux Verts à l'époque. Et mes parents sont des militants associatifs, politiques. Mon père est toujours membre des Verts. Enfin voilà, donc c'est une histoire de famille, tout à fait. Et alors je suis née dans le Doubs, mais j'ai grandi en Haute-Saône, à Vesoul. Voilà. Bon. Alors, un peu loin de l'Isère, vous êtes arrivé quand dans l'agglomération grenobloise? En 2015. Je suis arrivée pour travailler à la métropole de Grenoble. Bon, vous vivez à Ebens, vous êtes maman de 2 filles, nous dit la page Wikipédia. Tout à fait. On n'a pas l'âge par contre, sont petites j'imagine. Oui, 2 ans et 8 ans. Elles ont compris votre changement de Oui, elles ont compris. De statut, je ne sais pas, de vie, oui, ça c'est sûr. Quand on n'est pas là plusieurs soirs par semaine, enfin voilà. Mais après, c'est des choses qu'on discute. Ça change la vie, même si ça fait que quelques mois. Il faut faire peut-être une croix sur certaines choses, je ne sais rien, les loisirs, les enfants aussi, vous le dites. Alors non, je ne fais pas une croix sur mes enfants. J'essaye d'être là, mais forcément, ça change des choses dans l'équilibre personnel. Mais ça, c'est des choses qu'on sait avant la campagne et que beaucoup de gens doivent gérer dans l'équilibre entre profession et vie familiale. Vous étiez projeté en vous présentant à la possibilité que vous soyez élu député et que donc il faille un peu tout bouleverser? Oui, du moment où il y a eu la NUPES et où il y a eu cette dynamique, oui, c'était une vraie possibilité. Donc c'est quelque chose qui se prépare et avec laquelle j'ai discuté avec mon conjoint, avec mes filles. Vous faisiez quoi avant d'être député? Alors moi, je travaillais à Lyon, je travaillais au cabinet du président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard. Donc déjà, j'étais une habituée, je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, je prenais le train. Donc on avait déjà un rythme un peu soutenu. Mais c'est vrai que voilà, là, on passe encore un cran supplémentaire. Bon, vous étiez déjà, on va dire, dans le milieu politique par le biais de votre travail. La rentrée, pour vous, c'était fin juin, juste après l'élection. On enchaîne tout de suite à l'Assemblée nationale. Comment vous avez vécu cette première journée quand vous êtes rentré dans l'hémicycle en tant que député? C'est intense. Alors après, on arrive au début. Je crois que la première rentrée, c'est celle où vraiment tous les députés sont présents.
où vraiment on s'assoit. Là, déjà, il se passe quelque chose. On se dit, bon, effectivement, ça devient une réalité. Et puis après, il y a les premiers votes, où vraiment, là, on commence à faire des choix. Alors vous avez vite été dans le bain, puisque vous avez été élue quelques jours après coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, donc avec Julien Bayou, qui est le patron des Verts au niveau national. C'est une sacrée responsabilité pour un premier mandat d'élu, une entrée à l'Assemblée nationale, de se retrouver comme ça présidente de son groupe, 23 députés. Il n'y a jamais eu un groupe aussi important pour le mouvement écologiste à l'Assemblée nationale. Effectivement, c'est le plus gros groupe parlementaire qu'on ait eu, 23 députés, 13 femmes. Je pense qu'on est quand même sur un groupe, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes qui ont de l'expérience en politique, qui ont envie de faire bouger des choses, 23 députés qui viennent de territoires très différents, des territoires très urbains, des territoires plus ruraux, des territoires périurbains. Donc voilà, c'est effectivement un coup de responsabilité, c'est une vraie chance de pouvoir présider, animer un collectif aussi riche et qui a envie de faire beaucoup de choses. Pourquoi ils vous ont choisi, vos collègues? Vous n'êtes pas la plus expérimentée sur le papier. Il y avait notamment Sandrine Rousseau, qui est une des députées un peu phares d'Europe Écologie Les Verts parmi les 23. Ça, il faudra leur demander, mais je pense que c'est un travail. L'idée, vraiment, c'est d'avoir un collectif. Un président de groupe, mais comme dans les communes, comme dans les collectivités, son travail, c'est de faire vivre le groupe, d'en assurer sa cohésion, et puis après, de porter sa parole collective. On a des personnalités, vous l'avez dit, on a Sandrine Rousseau, on a Delphine Batho également, qui sont des figures avec Julien Bayou de l'écologie politique, et qui, bien sûr, apportent énormément de choses au groupe par leur combat et par leur expérience. Alors, quand on est président d'un groupe à l'Assemblée nationale, on va un peu plus souvent que les autres au perchoir pour s'exprimer devant la représentation du pays. Votre première prise de parole, elle a été pour interpeller la Première ministre. On regarde un petit extrait, c'était il y a quelques mois avant l'été. 43 degrés à Biarritz le 18 juin. 51 degrés à Jacobabad le 14 mai au Pakistan. Chaque année, nous connaissons de nouveaux records de température. L'action humaine, notre action, modifie le climat, met en péril le vivant. Nous sommes entrés dans l'ère de l'Anthropocène. Il n'y a plus d'orages mais des tempêtes, plus d'épisodes pluvieux mais des inondations. Les sinistres succèdent aux catastrophes, les classes se ferment face aux vagues de chaleur. Bon, on vous sent un peu stressé pour cette première intervention? Alors, non seulement c'est la première intervention où on parle devant l'hémicycle, on répond au discours de politique générale de la Première ministre. Donc, on est dans un lieu hautement symbolique, à un moment politique extrêmement fort. Avec une grosse exposition. Mais au-delà de l'exposition, c'est le moment où la Première ministre vient présenter l'orientation politique de son gouvernement et c'est le moment où on lui répond. C'est le moment où on donne notre feuille de route politique. Et là, le message apporté, il était extrêmement clair. C'était le projet que vous nous présentez par rapport aux défis qu'on a aujourd'hui climatiques, mais environnemental dans l'ensemble de ses conséquences, c'est-à-dire, on l'a vécu cet été, les sécheresses, les incendies, mais aussi comment ça impacte nos conditions de vie. On voit bien, il y a une surmortalité aujourd'hui, probablement liée à la chaleur. C'est la difficulté dans tous les travaux qu'on fait à l'extérieur. C'est des écoles qui doivent fermer parce qu'il fait trop chaud. Donc, par rapport vraiment à ce défi auquel on doit faire face, la feuille de route qu'elle nous a présentée n'était pas à la hauteur. Et surtout, parce qu'on n'a pas eu de vote de confiance, mais c'était la question quand même qui était posée, c'était y a-t-il une confiance du Parlement à la Première ministre? C'était aussi de lui envoyer un message en lui disant la confiance, elle se construit sur des preuves. Et le premier quinquennat d'Emmanuel Macron s'est conclu par une inaction climatique presque criminelle. Donc aujourd'hui, oui, il faut aller plus loin. Et donc ce message-là apporté, il est important. 2, on ne porte pas que sa voix, on porte sa voix des personnes qui vous ont élus, de tous les militants qui portent la cause. Donc oui, c'est un moment fort. On l'a vu, cet extrait, on peut le retrouver sur le net dans son intégralité. Il n'y a pas eu de vote de confiance, mais il y a eu très rapidement un autre vote, une motion de censure lancée par la NUPES, qui n'a d'ailleurs pas fait complètement le plein des voix des élus NUPES. Il y a eu ensuite, il manquait 5 voix, je crois, dans le décompte. Bon, vous avez voté, vous, la motion de Moi, j'ai voté censure? la motion de défiance. L'ensemble du groupe écologiste l'a voté.
Pour deux choses. La première chose, c'est qu'on a quand même une tradition républicaine qui fait que la Première ministre demande la confiance. Donc c'était quand même important d'avoir ce vote. Et puis deuxième chose, pour marquer effectivement que pour le moment, le projet de société présenté par le gouvernement n'est pas le nôtre. Alors, au-delà de cette motion, il y a eu le dépôt de nombreux amendements, des débats houleux au sein de l'hémicycle, avec une stratégie d'opposition, on va dire, un peu systématique de la NUPES. Ça fait un peu politique à l'ancienne. Vous qui êtes une jeune élue, vous êtes en phase avec cette stratégie? Il n'y a pas de question d'opposition systématique. Aujourd'hui, on a eu deux textes. On a eu un texte qui était la loi dite de pouvoir d'achat et on a un texte qui était sur la loi de finances rectificative. Il faut voir, par exemple, sur la loi de pouvoir d'achat, oui, on a eu des débats. Mais la question, ce n'était pas l'opposition, c'était soit le modèle proposé par le gouvernement qui était de faire des primes, mais ces primes, elles sont distribuées sur la volonté de l'employeur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la prime Macron, sur 26 millions de salariés, je crois que ça ferait 23 millions qui ne l'ont pas touché. Donc c'est un vrai sujet politique. Et nous, on défendait la hausse des salaires. Donc la question, ce n'est pas l'opposition, c'est deux modèles de société, de défendre ce qui nous semble normal, la reconnaissance du travail et de la qualité des compétences des gens qui travaillent. C'est un premier exemple. Le deuxième exemple dans ce texte de pouvoir d'achat, il y a la création d'un port méthanier au Havre pour importer du gaz de schiste liquéfié. Le gaz de schiste, non seulement ça produit du méthane, qui est un gaz qui produit énormément d'effets de serre, donc a une conséquence très forte sur le réchauffement climatique, et en plus, on ne casse pas notre dépendance à des énergies qui viennent de pays étrangers. Là encore, on a un débat qui est profondément politique sur le modèle de société qu'on veut avoir. Donc la question n'est pas de s'opposer pour s'opposer, c'est de défendre le modèle politique qu'on croit le meilleur pour son pays. Et aujourd'hui, oui, la question, on le voit, de l'indépendance énergétique, elle est cruciale. Et on regarde la situation du pays. Est-ce que le temps ne serait pas venu pour les politiques d'essayer de travailler ensemble, justement, quelles que soient leurs orientations, mais d'essayer de se mettre autour de la table, peut-être sur des troncs communs? Alors bien sûr qu'il faut travailler ensemble. Les écologistes, on a toujours porté le modèle parlementaire. Un modèle parlementaire, il fonctionne, comme en Allemagne, comme dans beaucoup d'autres pays, sur des accords et des discussions entre partis. Après, ça ne veut pas dire renier le projet qu'on a. Donc nous, on s'est présenté devant les électeurs avec un projet qu'on défend à l'Assemblée nationale. Les soutiens du gouvernement font la même chose. La question est de voir si, sur certains points, on a des accords. J'espère que ça sera le cas. Mais nous, en tout cas, si on fait des compromis, ça sera sans renier ce qu'on a porté. Donc peut-être que, par exemple, j'espère, le financement des collectivités locales, qui est un sujet primordial, on va trouver des accords. Si, à un moment, le gouvernement avance pour avoir une politique extrêmement ambitieuse de diminution des gaz à effet de serre, il faut qu'on les divise par deux. Bien sûr qu'on trouverait un accord. Mais la question ne peut pas être d'être sur le plus petit dénominateur commun. Aujourd'hui, ce n'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de profondément réformer un système. Alors, cet esprit d'ouverture, de collaboration, c'est un peu celui qui anime Emmanuel Macron en ce moment. Il a lancé le CNR, le Conseil national de la refondation, pour mettre autour de la table tous les partis, les syndicats, les associations, pour trouver des réponses aux problèmes des Français. Il y a 5 thèmes, je pense que vous les connaissez, qui ont été posés sur la table, qui sont des thèmes majeurs, comme la santé, le climat, l'emploi. Et pourtant, Europe Écologie Les Verts a fait le choix de ne pas participer à ce qui ressemble à une main tendue. Alors déjà, je crois que la quasi-intégralité des partis ont refusé cette invitation pour une raison simple, c'est que c'est une opération de com'. Aujourd'hui, on ne va pas participer à une opération de com' du gouvernement. Quand on veut dialoguer, déjà on discute de ce sur quoi on va travailler, on discute de la méthode qu'on va adopter pour avancer ensemble. Là, on nous convoque à un événement dont l'objectif est de faire croire qu'on change les pratiques démocratiques. En fait, on a déjà l'expérience qui nous montre que malheureusement, aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas en capacité d'écouter. Je voudrais quand même donner 2 exemples. On a eu le grand débat. Il y a eu le grand débat, il y a eu des cahiers de doléances. On ne les a toujours pas vus, on ne sait toujours pas ce qu'il y avait dedans. On a eu la Convention citoyenne, dont la majorité des propositions étaient jetées à la poubelle. Donc en fait, il faut arrêter avec des soi-disant renouvellements démocratiques. La Convention citoyenne aurait pu être cette occasion, elle ne l'a pas été. Donc maintenant, on veut des actes et des preuves. Bon, il y a un procès d'intention quand même auprès d'Emmanuel Macron. Vous dites qu'il ne peut pas changer, qu'il n'est pas sincère dans la démarche de lancer ce n'est pas un procès d'intention, c'est même dans la méthode. C'est-à-dire que dans la méthode, quand on veut renouer des liens, on le fait tous. On commence par discuter, par se dire,
On comprend, il n'y a pas une confiance a priori, mais voilà comment on va travailler, quels sont les objectifs qu'on se donne. Là, on est convoqué. Ce n'est pas les conditions d'un dialogue. Donc il est tout seul, ou presque, en tout cas, en ce qui concerne... Apparemment, on n'est pas les seuls à avoir fait ce constat. Non, et c'est assez transpartisan, d'ailleurs. Vous voyez, on a des points communs parfois. Bon, ça se passe, on l'a vu sur ces images, hein, au Centre national du rugby à Marcoussis. Il y aura une consultation après ouverte à la population. Ça aussi, c'est un coup de com' ou ça peut déboucher sur quelque chose de plus constructif? Il faut qu'ils soient en capacité d'écouter. À voir. Ça pose problème à certains élus de la NUPES de siéger avec les 89 députés du Rassemblement national. Ça aussi, c'est un peu une nouveauté de cette législature. Est-ce que c'est votre cas, Cyril Chatelain? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation, elle est assez grave. La question n'est pas de siéger avec des députés RN, ils ont été élus. Le sujet aujourd'hui est finalement que ce qui a constitué quand même notre vie démocratique depuis longtemps, c'est le fait qu'il y a un barrage républicain, qu'un parti qui cherche à diviser les Français, qui a quand même un projet fondé sur des bases potentiellement antisémites. On peut se rappeler les propos de Jean-Marie Le Pen, négationniste, qui sont les descendants de l'OS, dont d'ailleurs le premier acte dans cette mandature, c'est un député RN qui préside la première séance de l'Assemblée nationale, qui est le plus âgé, a des propos effectivement... négationniste sur la guerre d'Algérie. Donc on voit se passer là, cette histoire-là, profondément dérangeante et qui pour moi n'est pas du tout compatible avec nos valeurs. Normalement, il y a un barrage républicain. Aujourd'hui, ce barrage, il est en train de s'effondrer. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on voit des soutiens du gouvernement qui votent pour donner, après le discours, donc après qu'on ait vu que cette neutralité, elle n'était pas là, pour donner la vice-présidence de l'Assemblée nationale à des députés RN, à 2 députés RN. C'est-à-dire qu'ils vont présider des débats. Ils ont appliqué les règles? Non, c'est les règles de l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait un accord, et s'il n'y a pas d'accord, on vote. Du moment où on vote, le député est libre de ses choix et de choisir la personne qui va exercer ce mandat de vice-président de l'Assemblée nationale. Donc la question, c'est oui, ils ont été élus. Ils ont leur légitimité en tant que députés. Moi, mon combat, il a toujours été contre les idées du Rassemblement national et restera contre les idées du Rassemblement national. Et je pense que ce à quoi on est en train d'assister est extrêmement dangereux. Vous allez donc voter Emmanuel Macron en 2017 et en 2022? Tout à fait. Et d'ailleurs, je l'ai dit publiquement. À l'occasion. La reprise des débats parlementaires, pour rester sur l'Assemblée nationale, je voudrais juste revenir quand même, ce qui est assez intéressant. Vous avez demandé est-ce que j'ai voté pour Emmanuel Macron, c'est le cas. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, au deuxième tour, bien évidemment, pardon, je précise. Au deuxième tour, on a eu un appel au Front républicain de la part d'Emmanuel Macron. Quand même, non seulement sa politique aujourd'hui sociale de désertion des services publics fragilise énormément de pans de notre société, dont une partie voit la réponse dans le Rassemblement national. Donc il est déjà en partie fautif pour la montée du Front national. Mais en plus, il appelle au barrage républicain. Les gens vont voter et le lendemain, il est élu et il jette tout ça à la poubelle. C'est-à-dire qu'on a une campagne des législatives où il met un trait d'égalité entre les forces de la NUPES, c'est-à-dire une partie des gens qui ont voté pour lui contre le RN et le RN. Et il ne fait aucun cas, voilà, vous me dites procès d'intention. C'en est un bon exemple. Emmanuel Macron, il est élu pas parce qu'on soutient sa politique, mais contre Marine Le Pen. Et il ne fait aucun compromis et il reste dans une politique de casse sociale et d'inaction climatique. Il reprochait peut-être aussi à certains membres de la NUPES, notamment LFI, de ne pas avoir été très clair sur les appels à voter au second tour. Il n'empêche que Jean-Luc Mélenchon a toujours dit pas une voix pour Marine Le Pen. Fabien Roussel a clairement appelé à voter contre Marine Le Pen. Yannick Jadot a appelé le soir même à voter Emmanuel Macron. Anne Hidalgo de même. Donc à un moment, je pense que c'est un faux procès et que la question, c'est comment est-ce que le président, finalement, fait le mandat qui lui a été donné, c'est-à-dire de lutter contre le Rassemblement national. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas au sein de l'hémicycle. Alors, si les partis ne vont pas discuter donc à l'occasion de ce CNR, les discussions vont reprendre au mois d'octobre avec la nouvelle session parlementaire à l'Assemblée. Il y a quelques gros dossiers qui vont être abordés à ce moment-là? Tout à fait. Alors, on commence par je parlais de casse sociale, par un dossier sur l'assurance chômage, sur une réforme quand même dont l'UNEDIC estime qu'elle pourra pénaliser,
qu'elle aura pénalisé 1,15 million de personnes. Cette réforme a été mise en place. Celle de la retraite à 64 ou 65 ans. Alors il y aura la retraite, mais là on passe vraiment sur l'assurance chômage. On a une retraite extrêmement dure, une réforme extrêmement dure de l'assurance chômage qui a pénalisé de nombreuses personnes, soit dans leur accès à leurs droits, qui a durci l'accès aux droits, soit dans le montant des indemnités. Et aujourd'hui, hop, on nous dit on va en faire une deuxième, on va rendre les choses encore plus dures. On n'a même pas le bilan. On parle quand même potentiellement de 400 000 personnes qui auraient perdu 40% de leur indemnité. Dans une période d'inflation comme on connaît, c'est colossal. Et après, on va dire la pauvreté augmente. Oui, c'est sûr qu'avec des mesures comme ça, la pauvreté augmente. Donc ça va être un combat énorme pour finalement le pouvoir de vivre de chacun et la reconnaissance des droits de tout le monde. Après, on va avoir la bataille du budget. Les super profits, je crois que ça fait la une de l'actualité. Oxfam a sorti d'ailleurs ce matin son rapport sur les super profits. Ils ont, eux, trouvé comme une définition. Apparemment, Bruno Le Maire ne l'avait pas. Mais elle est extrêmement intéressante, cette définition. C'est de dire que les super profits sont des profits exceptionnels qu'une entreprise fait, non pas parce qu'elle a amélioré son processus de production, mais par des enjeux externes, c'est-à-dire soit la pandémie, soit l'Ukraine. Et que ces profits exceptionnels, effectivement, ils doivent être taxés de manière exceptionnelle pour contribuer au partage des richesses. Et donc ça, c'est un débat. On nous l'a refusé dans le PLFR. On espère que dans le PLF, on va pouvoir obtenir cette taxe sur les super-profits. Potentiellement, c'est 10 milliards d'euros. Je crois qu'on en aurait bien besoin aujourd'hui dans l'hôpital, dans les écoles, dans la transition écologique. Bon, il y aura un autre gros dossier à enjeu qui concerne les énergies renouvelables sur cette session du mois d'octobre. Là-dessus, Emmanuel Macron semble vouloir miser, mettre le paquet sur ces énergies renouvelables. Là aussi, vous ne lui donnez pas de crédit ? Alors, la première chose, nous avons besoin d'une loi pour développer les énergies renouvelables. La France est le seul pays à ne pas avoir atteint ses objectifs en termes de développement. Tous les autres pays européens l'ont fait. Donc effectivement, on est très en retard, donc c'est une bonne chose que ça passe. Sur ce texte de loi, typiquement, les écologistes ils vont porter deux choses. La première, c'est un texte très ambitieux. On a besoin d'aller vers le 100% renouvelable. Ça veut dire qu'il faut développer tous les types d'énergie renouvelable, du solaire, de l'éolien offshore, mais aussi de l'éolien terrestre, de la biomasse. Enfin, il faut diversifier. C'est en diversifiant qu'on arrivera à assurer une souveraineté énergétique. Et l'autre chose, c'est l'équilibre du texte. Parce qu'en fait, c'est un texte qui est dans une logique, on va dire, traditionnelle du gouvernement, qui est, si ça ne se développe pas, c'est qu'il y a des freins réglementaires. Et ces freins réglementaires, c'est le code de l'environnement. Donc aujourd'hui, il faut trouver un équilibre entre le développement des énergies renouvelables et la protection de l'environnement. Et ça veut dire aussi aller se dire que peut-être que pour développer les énergies renouvelables, il va falloir investir dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va être investi, ou discuter de modèles de gouvernance. Je sais qu'il y a beaucoup de projets d'énergie partagée, ce qui est une très bonne chose. Donc voilà, c'est des choses dont on espère que la loi sera plus ambitieuse à sa sortie qu'à son entrée. C'est réaliste pour vous, 100% de production d'énergie renouvelable en France, alors qu'aujourd'hui, c'est l'énergie nucléaire qui fait vivre le pays, on peut le dire? Alors, c'est réaliste, nécessaire. Alors bien sûr, ça ne va pas arriver demain. Il faut faire une transition pour augmenter l'énergie renouvelable progressivement pour arriver à 100% et diminuer progressivement le nucléaire. Mais on le voit bien, ça fait des décennies et des décennies qu'on investit dans le nucléaire de manière quasi exclusive. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 32 centrales nucléaires fermées sur 56 cet été. C'est énorme. Et quand même des problèmes d'alimentation d'énergie et des problèmes d'augmentation du coût de l'énergie. Donc on voit bien que notre stratégie énergétique n'est pas la bonne. D'autant plus dans un moment où la température augmente. Et quand la température augmente, les réacteurs ne fonctionnent plus parce qu'on ne peut plus les refroidir. Alors, on a une centrale nucléaire sur notre département, tout au nord de l'Isère. Par contre, on a très peu d'éoliennes. J'en ai trouvé deux qui sont dans le Trièves, au pied de l'Aubiou. Vous allez les voir en images. C'est un territoire, pourtant il y a du vent dans nos montagnes, mais c'est un territoire pour l'instant qui n'a pas du tout été investi par ce type d'énergie. Vous seriez favorable à l'implantation d'éoliennes en Isère sur notre territoire? Oui, je pense que la question sur les énergies renouvelables, c'est qu'elles doivent être adaptées au territoire. Donc l'éolien, pourquoi pas? Il faut bien sûr en discuter si on veut du 100% avec les renouvelable, habitants. Il faut de l'éolien, mais il faut du solaire. Oui, il faut développer de l'éolien, mais il faut que ça soit adapté. Et on a une vision française qui est très centralisée. Effectivement, le renouvelable, ça nécessite d'avoir une gestion de l'énergie
quand même beaucoup plus régionalisé. On est quand même dans un territoire où il y a beaucoup d'eau. Il y a de l'hydraulique. L'hydraulique, c'est du renouvelable. Où il y a du soleil. Le solaire, c'est du renouvelable. Où on a du bois aussi. Donc, en fait, la question n'est pas de dire on va couvrir la France d'éoliennes. C'est de dire il faut de l'éolienne. On a de la marge et on va en construire. Mais il faut surtout développer et diversifier les sources d'énergie. Mais oui, je défendrai l'éolien terrestre, mais après aussi le code de l'environnement qui fait qu'on pourra débattre avec les habitants des implantations. Bon. Peut-être la bonne nouvelle du réchauffement climatique, c'est que l'énergie solaire va peut-être être plus facile à produire dans les années à venir. Là, on voit un champ aux portes de Grenoble, à Vervorep. Alors je pense qu'on pourrait produire de l'énergie solaire sans avoir les augmentations de température qu'on connaît. Donc voilà. Bon, ça aussi, mais en tout cas, c'est une très bonne chose qu'il y ait des champs, que ça se développe. Il faudrait pouvoir les mettre. On a des parkings, on les a tous vus, ces masses de parkings qui artificialisent les sols. Ben, en fait, aujourd'hui, il faut un peu désimperméabiliser et il faut mettre du solaire. On a plein de bâtiments publics, mettons du solaire aussi sur le public, sur ces bâtiments-là pour qu'ils puissent produire de l'énergie. Donc en fait, on a des endroits où on peut installer du solaire. L'idée de cette loi, c'est de favoriser le développement. Tout à fait. Et donc, par exemple, pour faire ça, il faudrait financer. Par exemple, si on voulait installer des panneaux solaires, ben oui, il faut pouvoir donner les moyens aux collectivités de le financer. Il faut pouvoir contraindre les grandes surfaces de laisser une partie de ces immenses nappes de parking pour mettre du solaire. Il faut, voilà, c'est des questions effectivement de volonté, de financement, et puis aussi de filière économique. On a quand même, c'est une filière économique sur l'énergie solaire qu'on a peu soutenue en France et qui s'est retrouvée extrêmement concurrencée par notamment des filières en Chine. Donc ça veut dire qu'il faut une pensée industrielle sur ces questions-là. Donc il y a peut-être moyen que vous votiez cette loi proposée par le gouvernement. Ça dépendra de son contenu. Vous voyez, on a plein d'idées, on est tout à fait disposé à en discuter. Il faut que ça soit ambitieux et équilibré. Bon, il y a une mesure que le gouvernement a prise ces derniers mois, c'est la remise de 30 centimes sur le litre d'essence pour permettre aux Français de faire un plein dans un tarif raisonnable. Chez vous, tout le monde n'est pas d'accord. Sandrine Rousseau, par exemple, dénonce cette mesure. Vous pensez qu'il y avait d'autres solutions ? Alors on le voit, cette remise finalement, c'est un accord entre les soutiens du gouvernement et la droite pour voter le loi de finances rectificative. Au début, le gouvernement voulait aider de manière ciblée les ménages les plus modestes, les ménages qui en avaient besoin. Parce qu'aujourd'hui, cette aide, en fait, elle est inégalitaire. Il faut savoir que les ménages modestes touchent 2 fois moins que les ménages les plus riches, parce que les ménages les plus riches, ils utilisent beaucoup plus leur voiture. Donc oui, pour aider ceux qui en ont besoin. Par contre, que les ménages les plus riches supportent le coût environnemental de leurs moyens de transport, ça ne me semble pas problématique. Ça me semble même très positif. Bon, alors donc c'est plutôt le retour au chèque ciblé sur... en tout cas, si on doit faire des aides, il faut cibler. Et la deuxième chose, c'est développer les transports en commun. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit bien, il y a eu la crise des Gilets jaunes en 2018 où les gens nous disaient on ne s'en sort pas. Et si vous augmentez les prix du plein, on ne s'en sortira pas parce qu'on a besoin de prendre notre voiture pour aller travailler. En fait, rien n'a bougé et les gens sont toujours dépendants de leur voiture. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour qu'ils ne soient plus dépendants en termes de bus, en termes de... on parle aujourd'hui du RER métropolitain, de tram, d'autopartage. Je pense que l'autopartage doit être développé. Donc, il faut d'un côté aider immédiatement et développer pour que dans 5 ans, on ne soit plus dépendant de sa voiture si on le souhaite. Alors, j'ai vu que vous siégiez à la Commission nationale de la défense et des forces armées. Chaque député doit être dans une commission. Alors, c'est marrant, je ne vous voyais pas trop dans celle-là. C'est un domaine qui vous intéresse. Comment vous êtes retrouvé dans cette thématique ? Alors, pour moi, c'est effectivement une vraie découverte. C'est une thématique sur laquelle, jusqu'à présent, j'avais peu travaillé. Mais c'est passionnant. On a eu, par exemple, le premier vote, c'est la question de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. On est sur des questions extrêmement stratégiques, dans une période quand même de guerre aux portes de l'Europe. Donc, en tout cas, il y a un enjeu extrêmement fort à cette commission sur la réflexion, sur le positionnement de la France à l'international. Donc, effectivement, là aussi, jeune député, mais avec une grande envie d'apprendre. Bon, alors, la rentrée parlementaire, on l'a dit, c'est en octobre. Avant ça, il y a eu la rentrée politique de l'ensemble des partis fin août pour Europe Écologie Les Verts. Ça s'est déroulé à Grenoble avec les journées d'été. Toutes les têtes d'affiche du parti étaient présentes. On regarde ce reportage de Lina Badreddine.
L'énergie citoyenne comme vecteur de la transition énergétique, culture et écologie politique ou par exemple vers des mobilités plus durables. Durant 3 jours, les écologistes se sont rassemblés sur les terres de la capitale verte européenne autour d'ateliers et de formations pour aborder les problématiques liées à l'urgence climatique et sociale, de quoi débattre, combattre mais aussi apprendre. Il y a plein d'ateliers avec des thématiques super intéressantes d'actualité ou pas. Enfin, il y a vraiment des sujets très variés. Donc je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. Là déjà, je sors d'un atelier sur le ferroviaire où j'ai appris plein de choses. Parlementaires, intellectuels, militants et scientifiques échangeaient leurs idées sur les actions à mener, car l'urgence est plus que jamais présente, alors que la température a déjà augmenté de 1,1 degré depuis 1850 et risque d'en prendre 4 de plus d'ici 2100. Je pense que tout le monde l'a vécu, soit dans les villes où on est en train de crever de choses sur les dalles, soit dans les campagnes où les gens s'aperçoivent que tout est en train de cramer. Quand on voit ça, aujourd'hui, on est en colère, forcément, et on est combatif. On se dit aujourd'hui, on a ces impacts. Aujourd'hui, les gens le vivent, et donc on est à un moment où peut-être que ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent, on va réussir. Si on met des actions extrêmement fortes, des réactions de rupture, on peut limiter la hausse des températures et limiter les conséquences qu'on va subir. Après l'été qu'on a vécu, les gens ont vécu dans leur chair les difficultés et ce qui était réellement le dérèglement climatique. Et donc il faut absolument agir vite. Le GIEC nous dit qu'on a 3 ans pour éviter le pire. 3 ans pour éviter le pire. 3 ans en matière de politique publique, en fait, on a 7 années. Il faut agir 7 années, donc maintenant il faut y aller, quoi. Alors, Cyrielle Châtelain, les écologistes ont été les premiers à alerter la population sur les effets du réchauffement climatique il y a déjà de nombreuses années et la nécessité de changer nos comportements. Aujourd'hui, tout le monde ou presque est convaincu de ce que vous prêchiez il y a quelques années. Les gens ont envie de changer les choses. Vous devriez être le premier parti de France, normalement. Oui. Et c'est pas le cas. Tout à fait, et c'est pas le cas. Loin de là. Pourquoi ? Ça fait partie des questions qu'on se pose et qu'on doit se poser. Si on n'arrive pas à convaincre, c'est forcément en partie de notre faute. Donc c'est la question qu'on se pose à travers la question de la refondation. C'est-à-dire comment avoir un parti à la hauteur des défis qu'on est en train de vivre et qui arrive à convaincre des solutions qui portent. La France Insoumise, notamment Jean-Luc Mélenchon, ont pris un peu le lead sur les thématiques écologiques ces derniers mois ? La France Insoumise, effectivement, a vraiment intégré la question environnementale dans son corpus idéologique et je pense que c'est une très bonne chose. On a besoin d'être le plus nombreux possible pour pousser sur la question environnementale. Après, aujourd'hui, l'écologie politique, c'est une vision sur notamment les questions de consommation, de production, de décroissance qui est quand même aujourd'hui singulière. Et je pense que c'est une voie dont on ne peut pas se passer. On dit toujours il n'y a pas d'écologie sans les écologistes. Jusqu'à présent, ça s'est toujours confirmé. Alors, ces journées d'été grenobloises donc, ont été aussi marquées par un des premiers buzz politiques de la rentrée, avec cette phrase sur le barbecue, symbole de virilité, prononcée par Sandrine Rousseau, qu'on a vu dans ce reportage lors d'une table ronde. Comment vous jugez et la phrase et les réactions qu'elle a suscitées ? Or, la phrase, je la trouve juste et c'est les réactions qu'elle a suscitées que je trouve un peu dépassées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, on en a parlé, il y a un réchauffement climatique extrêmement fort. Dans les leviers identifiés par le GIEC comme des leviers extrêmement importants, il y a la question agricole et notamment la question de la consommation de viande. Donc il faut réduire notre consommation de viande. Dans les raisons pour lesquelles on ne réduit pas cette consommation, c'est aussi toute l'image qu'il y a autour de la viande. Cette viande qui rendrait plus fort, qui a longtemps été consommée par les plus riches, donc c'est à la fois une image de richesse, et aussi consommée par les hommes. C'est une image de force. Donc en fait, si on veut consommer moins de viande, il y a une question de pratique et d'habitude, mais il y a aussi déconstruire ces images-là. C'est extrêmement important.
Elle aime faire le buzz, en tout cas, Sandrine Rousseau, avec ses phrases. Mais je pense que c'était vraiment un échange. Vous l'avez dit, il y avait plein d'échanges avec des scientifiques, avec des politiques. Elle a un échange sur en fait une question qui est aujourd'hui démontrée. Par exemple, c'est scientifiquement démontré que les hommes consomment plus de viande que les femmes. Donc en fait, c'est un fait. Ce qui est étonnant, c'est que ça crée le buzz. Enfin, moi, c'est ça qui m'étonne. Et en plus, je pense que c'est parti d'un tweet. C'était pas volontaire de sa part. Bon, peut-être pas sur cette occasion, mais en tout cas, elle aime bien, la députée de Paris, créer un peu la polémique. Elle a une parole forte et claire, et effectivement, ça crée de la polémique, oui, ça c'est sûr. Bon, tout le monde ne l'apprécie pas, même au sein de votre parti. Des gens comme Éric Piolle ou Yannick Jadot ne sont pas forcément très fans du style Rousseau. On se souvient que l'an dernier, à ces mêmes journées d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau avait accusé Éric Piolle de l'avoir violemment bousculé avant un peu de se rétracter. Est-ce que c'est un atout ou un handicap, Sandrine Rousseau, pour un parti comme le vôtre, qui a envie d'aller élargir son électorat, peut-être de glaner des catégories populaires plus importantes, d'avoir quelqu'un d'aussi clivant? C'est un atout? Aujourd'hui, alors vous avez parlé de la primaire. Moi, j'ai fait la primaire aux côtés d'Éric Piolle, qui portait la radicalité pragmatique, parce que je me reconnaissais dans cette voie. Mais on avait d'autres candidats. Donc, bien sûr, il y avait Yannick Jadot. Il y avait Sandrine Rousseau, qui nous a bousculés, et je pense que c'était nécessaire. Et il y avait Delphine Batho, qui a porté la question de la décroissance, de la réflexion sur le mode de production. Et je pense que cette diversité-là, ces discours écologistes différents, mais qui vont tous dans le même sens, c'est-à-dire changer notre modèle de société pour réduire notre impact sur l'environnement et donc pour mieux vivre au final, elle est nécessaire. Entre la radicalité de Sandrine Rousseau et la consensualité, on va dire, d'Yannick Jadot, il y a quand même un choix un peu stratégique pour Europe Écologie Les Verts, qui va élire son nouveau président à la fin de l'année. Il y a un choix stratégique, mais quand on est un parti, il y a deux choses. Il y a la manière dont on va porter les choses, et je pense que là, il y a un débat qu'on doit avoir sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à convaincre, et il y a le travail qu'on fait sur le fond. Quand je vois le travail que font l'ensemble de nos maires pour développer le vélo, sur la question de l'eau, on retourne en régie publique à Lyon, sur la question des cantines, du végétarien, on voit bien qu'on avance tous dans le même sens. Et quand on prend Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, Delphine Batho, à un moment, l'objectif, il reste le même, c'est-à-dire de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut avoir des débats de méthode, mais par contre, on est absolument unis sur un objectif et un seul objectif, c'est-à-dire changer un modèle de société qui ne fonctionne pas. Alors dans l'actualité de la semaine, en France, mais aussi en Isère, il y a l'ouverture de la chasse ce week-end. Ça va se prolonger jusqu'au mois de mars. C'est une thématique où les écologistes ont souvent des propositions assez radicales, pour le coup. Certains veulent carrément l'interdire. Yannick Jadot, pendant sa campagne, proposait de l'interdire pendant le week-end. Et les vacances scolaires. Et les vacances scolaires, voilà, les jours fériés. En tout cas, là aussi, on a l'impression que la radicalité de ces propositions peut parfois heurter des pratiques qui sont inscrites, on va dire, dans le fonctionnement de la société depuis des siècles. Alors ces pratiques, elles ont évolué. Donc on l'a dit, moi je viens de Vesoul, mon grand-père était chasseur. Pendant un certain temps, chasser, c'était quand même une grande partie de la viande qu'on consommait. Et aussi, d'ailleurs, on élevait des lapins, puis on allait chasser. Aujourd'hui, on a une partie des gens qui chassent à proximité de chez eux. C'est une manière que moi je ne partage pas, mais pour eux de prendre soin de leur environnement. Puis il y a tout le reste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 67% des chasseurs sont des citadins. On a des pratiques qui ont quand même énormément évolué. On a aujourd'hui des animaux qui sont élevés pour être chassés. Et ce n'est pas quelques animaux. Aujourd'hui, c'est 30 millions d'animaux qui sont élevés en France pour être chassés. 20 millions qui sont chassés en France. Ensuite. Donc on voit bien, c'est les perdrix par exemple. Mais il y a aussi des cerfs qui sont élevés pour être chassés. Il y a des lapins. Enfin, à un moment, oui, il faut poser le modèle de la chasse tel qu'il est aujourd'hui et pas justement tel qu'il a pu exister un peu de manière traditionnelle, même si ça se discute. Il faut clairement dire que chasser, tuer un animal pour le plaisir, c'est pas possible. Alors la chasse aux loups, elle est ouverte toute l'année avec un quota maximal de 174 loups à abattre sur l'année 2022. C'est l'État qui a défini ce chiffre sur une population d'1 millier à peu près dans les Alpes notamment. Alors le loup, on ne le voit pas, mais ça concerne beaucoup de monde. Même ici dans l'agglomération, porte de Grenoble, il y a parfois des attaques. Là, on voit des images il y a quelques mois à Saint-Paul-de-Vars. Il y en a eu aussi sur votre circonscription à Poisat. Là aussi, les écologistes
parfois peuvent paraître un peu à côté des attentes des éleveurs ou de tout ce monde agricole qui vit par l'élevage et qui subit le loup depuis de nombreuses années? Alors moi, c'est un sujet que j'ai découvert pendant ma campagne. Vous avez parlé de Poisa. Moi, j'en ai beaucoup discuté avec les habitants de Saint-Jean-de-Vaux. C'est vrai qu'il y a une question de comment on vit avec des prédateurs à proximité qui attraquent les troupeaux. Donc moi, c'est un sujet sur vraiment que j'aborde déjà en étant à l'écoute, en apprenant. C'est un sujet que je connais peu, en discutant, je pense, à la fois avec toutes les associations environnementales de protection de l'environnement, mais aussi avec les habitants, avec les chasseurs. Enfin, il faut se mettre autour de la table et j'échange beaucoup avec ma collègue de la Drôme qui a la même question sur sa circonscription. Effectivement, voilà, comment on protège les troupeaux des attaques. On a l'impression que il n'y a pas vraiment de solution. Là, on a chaque été, des éleveurs qui lâchent l'affaire de dépit qu'on fait tout ce qu'il fallait, entre guillemets, faire pour protéger les troupeaux, et puis ça ne suffit pas. Est-ce qu'il faut réduire drastiquement le nombre de loups? Aujourd'hui, moi, je suis au début. Est-ce que ça suffira? Il y a des tirs qui sont autorisés, j'imagine, qui sont autorisés sur des discussions et sur des bases, sur des quotas à discuter avec des spécialistes de la question. Je sais que j'ai vu, et j'ai vu aussi, parce qu'on parle des animaux, mais ça a un vrai, vous le dites, ça a un vrai impact sur les éleveurs. Je sais qu'il y a une étude sur un peu les risques psychosociaux de ces attaques, c'est-à-dire des éleveurs qui travaillent, qui découvrent leurs bêtes qui ont été déchiquetées. Enfin, c'est extrêmement dur, c'est violent. Et ça, moi, je l'ai entendu. Donc voilà, aujourd'hui, comme je dis, c'est un sujet que je découvre. Je pense qu'il ne faut pas, alors qu'il y a plein de gens qui essayent d'y travailler, que moi j'arrive en disant j'ai la solution, ça fait 1 mois et demi que je suis élue. Non, justement, je pense que ça fait vraiment partie de ces sujets sur lesquels moi j'ai besoin d'échanger pour avoir un avis et pour essayer de pousser quelque chose. En tout cas, cette question de cohabitation et de protection des éleveurs, mais aussi de la biodiversité, elle est essentielle. Alors, la rentrée a aussi été marquée à Grenoble par l'occupation de l'école Jean Massé, alors pas par des élèves, mais par des militants du DAL, le droit au logement. C'était en début de semaine. Hein. Ils protestent contre le manque de logement pour les sans-abri. La mairie de Grenoble a porté plainte contre cette occupation illégale. C'est un problème récurrent qui semble là aussi sans solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? La ville avait expulsé, la ville de Grenoble avait expulsé il y a quelques mois d'une bibliothèque ces mêmes militants, et on a l'impression que chacun se renvoie la balle, mais que personne ne veut vraiment régler la situation. Peut-être qu'il n'y a pas de solution. Alors, dans un pays comme le nôtre, j'espère qu'on a des solutions. Guillaume Gontard est allé à la rencontre du DAL. À son initiative, on a écrit un courrier au préfet parce qu'en fait, aujourd'hui, cette question, elle ne peut pas se régler sans l'État. C'est l'État qui doit être garant de l'accueil inconditionnel, qui est un des principes fondamentaux de notre politique d'hébergement. Ce que moi je constate aujourd'hui, c'est le cas à Grenoble, c'est le cas à Strasbourg, c'est le cas à Paris, c'est le cas à Lyon, c'est qu'on a des collectivités qui ont fait bien plus que ce qu'elles devraient faire au vu de leurs compétences. C'est-à-dire qu'elles protègent, elles mettent à l'abri. Mais à un moment, il y a des dépenses... Enfin, une collectivité doit avoir un budget en équilibre. À un moment, elle ne peut plus en fait, se substituer à l'État. Donc il faut qu'on rediscute avec l'État. C'est un acteur majeur sur cette question-là. On voit ces images-là. Il faut imaginer que la veille de la rentrée, le nombre d'enfants qui dormaient dehors a doublé. On est en train de s'habituer à l'inacceptable. Donc non, on ne peut pas juste dire qu'il n'y a pas de solution. Les solutions connaissent et il faut en fait changer il faut changer de politique. Ça fait des années qu'on parle de logement d'abord. Il faut vraiment le mettre en place. Les pays dans lesquels il y a moins de sans-abri, c'est les pays où on fait du logement d'abord. Rentrer dans les autres écoles grenobloises, on va dire, c'est passé assez normalement. C'était déjà il y a quelques jours, avec une petite nouveauté. Alors là, on voit les images de la rentrée, mais c'était dans les cantines de la ville de Grenoble, puisque Éric Piolle et son conseil municipal avaient décidé, dès cette rentrée, de mettre le menu végétarien comme le menu classique, et puis les menus avec viande et poisson en option. Les parents peuvent choisir. 7% seulement des parents ont choisi le menu végétarien, c'est-à-dire 93% veulent que leurs enfants mangent de la viande ou du poisson à l'école. Vous avez été surpris de ce ratio dans une ville qui a voté écolo de façon majoritaire depuis déjà 2 mandats? Non, mais c'est un début.
On est quand même sur un changement. Non, mais c'est un petit début, mais c'est un début. C'est-à-dire qu'on est sur un changement de modèle. Il y a quand même, je crois, à peu près, alors j'avoue, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais autant sur le poisson que sur la viande. Donc on voit déjà pas. À peu près la viande n'est pas sursollicitée. Non, mais déjà, c'est un enseignement. Est-ce que j'aimerais qu'il y en ait plus? Oui. Après, on peut effectivement se dire que les gens, ils vont aussi progressivement. C'est quand ils vont voir ce que les enfants mangent ou pas, les retours qu'ils ont de leurs enfants, que potentiellement, peut-être, qu'ils changeront d'option. Et en tout cas, ça veut dire que ça réduit quand même la consommation de viande si on prend végétarien plus poisson. Plus poisson. Qui est quand même le plus fort émetteur de gaz à effet de serre. Alors, cette rentrée vous a inspiré aussi une carte blanche, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, Cyril Chatelain, et vous aviez envie d'évoquer aussi un des aspects de cette rentrée scolaire. Oui, alors sur cette rentrée scolaire, on a 12 millions d'enfants qui ont fait leur rentrée à l'école la semaine dernière. Et on a beaucoup d'enfants, malheureusement, en situation de handicap qui n'ont pas pu le faire. Moi, j'ai eu des témoignages de parents un peu désespérés qui m'ont contacté en me disant « Aujourd'hui, l'accompagnement auquel mon enfant a le droit n'est pas mis en place ». Ça peut être des situations très diverses. Ça peut être des familles qui ont attendu jusqu'à la rentrée, voire un peu après, pour savoir s'ils auraient ou pas un ou une AESH auprès de son enfant. Ça peut être des gens dont l'enfant est en partie de son temps scolaire en classe Ulysse, qui n'a pas d'AESH après quand il revient dans sa classe. Donc c'est extrêmement divers. Mais aujourd'hui, on a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. L'État a mis des moyens, 4000 AESH en plus. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un premier pas, c'est insuffisant. La défenseure des droits explique que 20% des saisines qu'elle a sur le droit des enfants, c'est sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. En Isère, on estime entre 650 et 1600 enfants qui n'auraient pas pu faire leur rentrée. Donc aujourd'hui, dire qu'aucun enfant ne doit être déscolarisé ou mis à l'écart, il doit pouvoir apprendre dans de bonnes conditions, me paraît essentiel. Et donc c'est vraiment un sujet sur lequel je pense qu'il faut s'investir, voilà, parce que c'est... Voilà, de discuter avec ses parents, voilà, c'est peut-être un sujet où vous pourrez travailler de concert avec une députée macroniste, pourtant, Servane Hugues, qui remplace depuis cet été Olivier Véran, devenu ministre. Donc elle est sur la première circonscription de l'Isère. Je sais que c'est un sujet, le handicap et l'école, qui lui tient particulièrement à cœur en tant que maman. Olivier Véran vient de sortir un livre, d'ailleurs, cette semaine. Vous allez le lire. C'est sur son aventure, entre guillemets, au ministère de la Santé en pleine crise Covid. Alors, je vais être franche, j'ai déjà une pile de livres à lire comme ça. C'est pas complètement dans mes priorités. Là, c'est... Oui, non, on verra. Peut-être que je le lirai. Mais ça, c'est pas en haut de ma liste, en tout cas. Bon, ça mérite d'être franc. Merci, en tout cas, d'avoir été la première invitée de la saison 2 du QG Politique. Il vous reste un petit exercice. C'est poser une question à l'invité qui vous succédera dans la prochaine émission. Je sais que vous la connaissez bien. Elle s'appelle Coraline Sora. C'est la présidente de la Matésine. C'est un territoire de 44 communes du Sud-Isère, autour de la Mure notamment. Un territoire très dynamique où il y a du tourisme, de l'agriculture, mais aussi de l'économie. Coraline fait partie aussi de ces jeunes élus qui prennent des responsabilités. Donc je vous laisse la regarder derrière cette caméra et lui poser une question. Eh bien, bonjour Madame la Présidente. Au cours de ma campagne et de mes premières semaines de mandat, j'ai pu échanger avec des habitants, notamment à proximité de Visil, qui me parlent beaucoup de la disparition des services publics. C'est un vrai sujet qui les préoccupe. Ils les ont vus peu à peu disparaître. J'imagine que dans votre territoire, vous devez vivre à peu près la même chose. Ma question aujourd'hui, c'est quel constat et quelle action aujourd'hui dans votre territoire pour remettre du service public au service des habitants ? Eh bien voilà, merci pour cette question. Elle vous répondra le vendredi 23 septembre à 21h ou le samedi 24 à 13h et dimanche 25 à 19h, les 3 diffusions du QG Politique pendant le week-end. Vous pouvez revoir aussi toutes ces émissions en replay. Merci Cyril Chatelain. Merci à vous. Et puis bonne continuation pour les 5 ans que vous allez passer à l'Assemblée nationale.